Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous recevons le cofondateur du journal Libération qu'il a dirigé pendant 33 ans et qui publie aujourd'hui le Dictionnaire du journalisme. Bonjour Serge July. Bonjour. Donc vous venez... Dictionnaire amoureux. Ah oui, dictionnaire amoureux du journalisme. C'est un mot important. Oui, très important. Excusez-moi. Alors Serge July, vous avez commencé le journalisme dans le journal de votre lycée. Donc il y avait déjà un amour du journalisme, mais aussi un important engagement politique, puisque vous avez été acteur et militant d'extrême gauche durant les manifestations de mai 68. Après, vous avez été responsable également du mouvement maoïste ici dans le Nord. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, vous proposez un dictionnaire amoureux du journalisme, mais il y a aussi avant tout un amour de la politique, non? Et de l'engagement politique. Oui, enfin, je me suis posé cette question, pourquoi j'étais journaliste. Voilà. Oui, j'ai eu des expériences journalistiques, vous en avez cité certaines, il y en avait d'autres. C'est pas ça qui m'a décidé finalement à être journaliste. Je faisais de l'enseignement, j'aurais pu faire autre chose. Voilà, c'était pas très clair. C'était pas. Arrive 68. D'une certaine manière, quand je réfléchis pourquoi je suis devenu journaliste, je pense que c'est globalement 68. D'accord. Globalement 68 parce qu'il y a eu je vais très vite, mais c'est parce que 68, comme souvent des moments historiques qui impliquent une partie très très importante de la population, c'est le cas de 68, mais on peut dire la résistance, la libération a été un moment aussi qui impliquait comme ça qui scandent un peu l'histoire. Il y a des besoins en termes d'information, il y a des besoins de raconter les choses autrement et de raconter des actualités qui ne sont pas reconnues comme telles par d'autres. Alors c'était le cas de la génération de la Résistance, il y a une génération journalistique de la Résistance, Albert Camus, Hubert Beuve-Méry et beaucoup d'autres. Des gens qui viennent de combats, qui viennent d'autres mouvements de la Résistance. Il y avait 1200 journaux de la Résistance sous la période de l'occupation. Bon, mais voilà, il y a des idéaux, des valeurs qui sont pas les mêmes. 68, c'est un peu pareil. Il y a une génération de journaux. Il y a, moi je dis souvent, il y a Charlie Hebdo, qui s'appelle Harakiri Hebdo, une création de Cabana en 69. Il y a Actuel, un magazine mensuel. Puis il y a Libération, qui devient quotidien, enfin qui est quotidien à partir de 73. Et voilà, ça fait une génération. On peut dire qu'il y a eu un décalage dans le temps du fait des radios libres, mais les radios libres s'apparentaient évidemment à ce mouvement. Il y a eu un retard parce que les autorités de l'époque, à la fois Pompidou, mais surtout Giscard d'Estaing, s'est opposé pendant son septennat au passage, disons, à la légalité, à la reconnaissance, disons, des radios dites libres. Voilà. Il faut attendre 81, mais en 81, c'est d'une certaine manière la suite de ce mouvement. Donc, oui, j'ai été pris dans ce mouvement et c'est lié à ça que, oui, j'ai eu envie d'en témoigner, de participer à cette aventure. Bon, il se trouve que c'était Libération, mais je pense que j'aurais été pris sans doute de la même manière. C'est les événements qui ont fait ça. D'accord. Et donc vous dites que vous en avez... D'ailleurs, excusez-moi, mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est des médias qui se sont créés finalement, tous ceux dont j'ai parlé, au départ absolument sans argent. La question de l'argent n'était pas fondamentale. Bien sûr. Elle l'est devenue très vite, mais elle n'était pas fondamentale. Bah, oui, alors justement, donc vous dites que vous étiez témoin, mais vous étiez très actif. Voilà, vous étiez également acteur. Actif. Donc du coup, après, vous êtes passé... On était pour 68, oui. Voilà, donc et alors, qu'est-ce qui reste du militant politique des années 68? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Serge July, du militant maoïste d'extrême gauche? À un moment donné, puisque
vous revenez sur ce moment après 68, donc il y a 69, les interprétations, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. On n'est pas les seuls à pas très bien comprendre. Visiblement, les autorités ont beaucoup de mal aussi. Voilà. Le débat sur faut-il brûler 68 commence tout de suite. Il y a des gens qui disent il vient de nous arriver une catastrophe, etc. L'émancipation, il y a une émancipation de la société qui est très grande. Bon, on est toujours pour l'émancipation de la société. Il y a eu une phase où on a pensé qu'en gros, cette grève générale qui était la plus grande qui avait eu lieu en France, il n'y a jamais eu une grève générale de ce type, même 36 n'était pas de la même ampleur. Donc l'idée avec certains qu'il fallait, au niveau du mouvement ouvrier, il y avait des choses énormes à faire. Donc on en a profité, en tout cas des gens comme moi, on profitait de cette phase pour partir à la découverte, y compris de la France. Ouais, nous sommes projetés dans des régions. Vous avez parlé du nord de la France, oui, j'ai passé du temps, mais j'ai traversé d'autres régions de France, d'autres mouvements sociaux, etc. J'ai appris énormément de choses et je suis très content d'avoir eu cette période-là. Cette formation-là. Voilà, je suis devenu un témoin actif. Voilà, Et donc en 73, après, avec Jean-Paul Sartre, Philippe Gavy, Bernard Lallemand et Jean-Claude Vernier, vous créez une nouvelle version donc, de Libération en 1973. Non, c'est la première version. Il y avait déjà une version avant dans les années 50. Ah, oui, Ouais. alors vous oui, avez repris, si on revient... Il y a un journal qui s'appelait Libération, qui était issu du mouvement de la résistance, qui s'appelait le mouvement Libération, avec deux familles, Libération Nord et Libération Sud. Ce mouvement était dirigé par Emmanuel Dacier de la Vigerie et sa veuve, quand on a créé l'agence de presse Libération, quand même, Maurice Clavel a créé cette agence, il est allé demander à la veuve Dacier de la Vigerie si on pouvait utiliser le mot libération. D'accord. Alors, elle a donné son accord en disant qu'il faut bien dire que ça n'a rien à voir avec, évidemment, la résistance, ce qui était bien volontiers. Moi, je n'ai pas participé à ça au début. Et puis, quand on est passé de l'agence de presse Libération à Quotidien Libération, faire un quotidien, lancer un quotidien, on est retourné la voir et elle nous a donné le même accord en disant il faut que dans le premier numéro, vous spécifiez que ça n'a rien à voir, etc. Et tout ça, elle l'a fait de manière très généreuse et c'était formidable de sa part. Parce que quel est le plus beau mot du vocabulaire à la fois que libération et surtout le mot qui définit même 68, le mouvement de libération. Donc on peut dire individualiste, toutes ces formes, à la fois la sexualité, des esprits culturels, tout ça. Et puis même dans l'entreprise Libération, il n'y avait pas de patron à l'époque. C'est ça, c'était les salariés avaient le pouvoir. Il y avait un directeur quand même. Mais c'était une assemblée de salariés qui décidait. Mais parce que, là, j'essaye de vous suivre, on a appris pour beaucoup, on a appris à faire un quotidien en le faisant. Ouais. Ce qui était une école redoutable. Et on a appris. Et en chemin faisant, on a inventé une équipe, on a inventé des manières de travailler, voilà, tout ça, ça a pris du temps. Moi, je considère qu'il y a eu un premier Libération qui était celui des années 70, qui s'arrête en 81, et en 81, on a transformé le journal. 81, c'est intéressant, c'est pas la scansion. Pourquoi il a fallu le repenser d'ailleurs? Pourquoi? Parce que Libération des années 70 restait très marquée quand même, malgré tout, par le gauchisme. Et ça vous allait plus? Ça allait plus. C'est très simple. Il faut croire que ça n'allait pas au lecteur non plus. Parce qu'on vendait 30 000 exemplaires, on s'est mis à en vendre 180 000, c'était pas pareil. Et donc, il y avait manifestement un désir chez la part des lecteurs pour qu'il y ait du changement. Les gens avaient changé eux aussi. C'était par rapport
aux événements, il faisait la part des choses. Pourtant, vous reprenez le journal quand Mitterrand arrive au pouvoir. Non, je ne le reprends pas. La nouvelle version arrive, il y a un premier arrêt en février 81, et après vous le reprenez quand Mitterrand arrive au pouvoir. Je vais vous dire, ce n'est pas un secret du tout. On arrête le journal, malgré tout, il faut changer. Il faut changer l'équipe, il faut changer des fonctionnements. Le propre du quotidien, c'est une machine qui est absolument régulière, ça ne s'arrête pas. Donc, s'arrêter, c'est respirer, réfléchir un peu, dire il faut changer les choses. On s'arrête fin février, pourquoi? Parce que fin février 81, l'opinion générale est que Mitterrand va être battu. D'accord, voilà. Que Giscard va gagner les élections présidentielles. Il est le favori. Fin février, il est favori dans tous les sondages. Les sondages s'inversent mi-mars. Mi-mars 81. Alors on se dit, s'il y a un changement, c'est plutôt mai. Il faut plutôt être là au mois de mai que plutôt être là. Dans notre idée, c'était Giscard qui gagnait et on va reparaître donc en septembre 81. Il faut prendre notre temps. Si c'est Mitterrand, il faut y aller tout de suite. Donc on s'est précipité pour être prêt le 10 mai 81. Et donc on est paru en fait le 13. On n'était pas prêt le 10 et on est paru le 13. D'accord. Et donc là, ça suit une belle époque. Et puis après, les années 2000, là, il y a une chute des ventes. Et vous militez pour que Édouard de Rothschild entre dans le capital de Libération. Alors, vous dites deux choses, je vais préciser. Ouais, allez-y. Alors, la première, les ventes baissent. Ouais. Alors, les ventes baissent dans la presse, pas simplement Libération. Oui, oui, la presse en général. Oui. Donc, Libération vend encore, à la fin des années 90, en 2000, vend toujours 160 000 exemplaires. Ouais, donc, il y a un très beau succès, bien sûr. Donc, mais les ventes baissent. Alors, vous remarquerez que vous prenez Le Monde aujourd'hui, plutôt qui est un exercice bénéficiaire, très bien géré. Le Monde, ses ventes baissent, sa publicité baisse. Voilà, c'est ça l'équation. La presse, aujourd'hui, pourquoi il y a une crise de la presse? C'est parce que le modèle économique sur lequel était fondée la presse, ce modèle économique, a implosé. Voilà, les ventes baissent parce que les gens s'informent autrement, donc tendanciellement ça baisse, mais même quand on est le New York Times, ça baisse. Les recettes publicitaires baissent. Pourquoi? Parce que faire de la pub sur Internet, c'est beaucoup moins cher que de faire de la pub sur le papier. Bien sûr. Donc les négociations, tout ça fait que les revenus qui sont les recettes publicitaires baissent. Voilà, pour prendre un exemple qui est très parlant, le New York Times, je prends le New York Times, c'est quand même l'un des plus beaux, sinon le plus beau quotidien au monde. Le New York Times perd entre 2009 et 2011, il perd 50% de son chiffre d'affaires publicitaire. Ouais. Vous savez combien ça représente, 50%? Énormément. 1 milliard de dollars. Ah, d'accord. Bon, quand vous perdez 1 milliard de dollars sur 3 ans, pas 300 millions sur chaque année, mais vous perdez, vous passez de 2 milliards à 1 milliard au bout de 3 ans. Il faut trouver des capitaux. Libération, d'une certaine manière, c'est la même chose qui lui est arrivée. Je n'ai pas trouvé d'autres alternatives que de demander. Édouard de Rothschild était candidat pour reprendre, il y avait d'autres. Enfin, on a sélectionné Édouard de Rothschild qui était, vous dites, j'ai milité. Oui, je me suis prononcé pour que ce soit lui, plutôt que d'autres. Voilà, parce qu'on avait besoin de fonds. Le chiffre d'affaires publicitaire, nous avions perdu 50% de notre pub. Voilà, donc Mais un an après, vous quittez le journal. Pourquoi? Ah ben là, je pense après, c'est des désaccords. Des accords avec l'actionnaire. Voilà. C'est autre chose. Ouais, et c'était quoi le point de désaccord en gros? C'est un point de désaccord sur si on prend de la distance, qui n'est pas une question personnelle, qui est de considérer que quand on est dans une révolution comme celle dans laquelle nous sommes,
révolution civilisationnelle, révolution absolument, implosion du modèle économique. Faut prendre des risques et il faut investir beaucoup. Donc, je souhaitais qu'on ait les moyens pour faire ça. D'une certaine manière, l'actionnaire majoritaire n'a pas vu les choses de cette manière. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, vous regardez Libération de l'extérieur depuis 2006. Là, il va y avoir notamment une nouvelle formule. Ici, dans le dictionnaire amoureux du journalisme, vous parlez aussi donc, de ces nouveautés, le web, l'importance du web et du réseau qui amène beaucoup des fois d'erreurs puisqu'on est dans l'immédiateté, qu'on n'a plus toujours le temps de vérifier. On est toujours dans la rapidité. Et comment vous regardez ça, vous, ce virage-là du journalisme sur le réseau, et donc du coup, où tout va vite, tout va trop vite même des fois? Tout va vite, mais la conquête de la rapidité, tous les médias, tous les journalistes de tous les médias ont voulu que ça aille de plus en plus vite. Ouais. C'est pas Internet. Oui, bien sûr. Quand Radio Cité, qui est une radio, arrive à avoir en direct l'entrée des troupes nazies à Vienne, au moment de l'Anschluss, tout le monde est content. C'est un événement formidable. La radio prend de l'avance sur la presse écrite. Hein, mais tout le monde est pour, tout le monde... bon, alors, bien évidemment, c'est un souhait que tout journaliste a eu d'avoir une information qui aille beaucoup plus vite que... il y a en 1850, il fallait attendre que le télégraphe marche. Parfois, la ligne était coupée, on n'avait plus d'informations, on ne savait pas. Voilà, donc oui, on a fait des progrès, le téléphone, machin, etc. Tout ça, ça va dans le sens d'une accélération du cheminement de l'information. Mais il faut rester sérieux, quoi. Enfin, alors, c'est ça, quoi. Mais le propre de l'information, c'est de vérifier. Donc, mais c'est au départ qu'il faut vérifier. Alors, on sait bien que maintenant, il y a une diffusion immédiate partout d'énormément de nouvelles. Je fais une observation. Qu'est-ce que ça suppose en particulier? On le voit bien pour les télévisions ou les radios. Ça suppose d'avoir des journalistes très expérimentés qui sont capables, à chaud, de faire la part des choses et de dire... C'est un exemple que j'ai vécu à Europe. Je ne citerai pas de nom. Il y a une très bonne équipe, en particulier sur ces questions policières, etc. Quand il y a eu l'assaut au Cacher, à l'hyper-Cacher, des journalistes, dans beaucoup de médias, ont dit, et comme d'ailleurs le journaliste d'Europe, qui tenait l'antenne à ce moment-là, les policiers ont donné l'assaut. Parce qu'ils avaient entendu les tirs alors que... C'était pas les policiers qui ont donné l'assaut. C'est toujours le... Il y a un journaliste qui était là, qui a dit, non, c'est sûrement pas les... C'est d'abord les grenades. C'est parce que dans un assaut policier, les protocoles, c'est on met des grenades d'abord. Ouais. Donc il n'y a pas de grenades, il y a des tirs de mitraillettes ou de kalachnikov. Donc c'est sans doute les preneurs d'otages qui ont tenté une sortie. Oui, mais je prends ce tout petit exemple. Il est petit, mais si on a l'expert qui a fait des entraînements avec le RAID et avec les forces de police spécialement entraînées pour ça, oui, donc ça fait, plus on est dans l'immédiateté, plus il faut des experts, plus il faut des journalistes très expérimentés qui connaissent très très bien ces dossiers-là. C'est pas exactement ce qui se passe. On a tendance aujourd'hui à faire de l'information immédiate uniquement avec des journalistes qui ont beaucoup d'enthousiasme et qui n'ont pas forcément le bagage pour le faire. Donc c'est ça la question. C'est le renforcement de compétences. Plus on est dans l'immédiateté, plus il faut de compétences. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut des journalistes très spécialisés, très expérimentés pour commenter à chaud et pas l'inverse. D'accord.
Et alors donc Laurent Geoffrin parlait récemment de la nouvelle formule de Libération qui va arriver prochainement, avec donc toujours plus sur Internet et une édition papier plus pour les vrais aficionados de Libération. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il en parlait dans le Tube sur Canal+. Est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que... Non. Alors, je vais vous dire... Maintenant, vous êtes... non, vous ne prononcez plus déjà? Je ne suis pas dans le coup de cette formule. Ouais. Et la deuxième chose, j'ai pris comme décision, quand j'ai quitté Libération, que la vie pour ce journal qui m'est cher est assez difficile pour ne pas ajouter des commentaires, les miens. Voilà. Donc je ne fais aucun commentaire, vous ne trouverez rien depuis 2006 sur Libération. Je leur souhaite plein de réussite. C'est compliqué, justement, ils sont au milieu de cette révolution, elle est difficile pour eux, donc voilà, je n'ajoute rien. D'accord. Et vous disiez, alors dans la question juste avant, que pour être journaliste, il fallait être maintenant très spécialisé dans son domaine. Il fallait avoir de l'expérience. Si on n'a pas d'expérience, il faut l'acquérir, cette expérience. On n'a pas forcément des spécialistes immédiatement, il faut les acquérir, il faut former les spécialistes. Vous savez, même en presse écrite, on a formé des spécialistes. Libération a eu des spécialistes militaires, par exemple. On les a formés, ils ont fait l'école d'IHEDN, ils ont fait, etc. Ils ont fait des stages, des machins, etc. Oui, on les a formés. On en a formé plusieurs. Moi, j'ai le souvenir, dans ma vie, d'en avoir formé au moins 3 à Libération, des spécialistes militaires. Ça prend énormément de temps, je peux vous dire. C'est un investissement. Oui, mais enfin, tous les médias doivent faire ça pour justement être en situation de commenter des événements. Et comme le militaire occupe une place importante dans nos sociétés, de fait, c'est mieux d'avoir cette connaissance. Mais c'est vrai dans d'autres domaines. Donc, voilà, il faut... Le fait qu'on a une information immédiate ne veut pas dire superficialité journalistique. C'est au contraire. Il faut des gens qui aient beaucoup d'expérience pour commenter. Plus c'est rapide, plus il faut de l'expérience. D'accord. Et donc, en guise de conclusion, quels sont donc les grands défis pour nous, par exemple, les jeunes journalistes, puisque là, quand on vous entend, on pourrait se dire que finalement, il y a plein d'écoles du journalisme, puisqu'il faudrait apprendre le journalisme dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Oui, mais ça dépend de ce que vous allez faire. Mais c'est quoi les grands défis alors pour les jeunes journalistes dans le futur? C'est compliqué parce que, en fait, pour la première fois depuis 160 ans, 170 ans qu'existe cette profession, elle date des années 1840, 1850, le nombre de journalistes diminue. Mais il ne diminue pas qu'en France, il diminue en France et aux États-Unis. Donc, et dans le reste de l'Europe, il tend à diminuer aussi. Donc, il y a une précarisation, c'est manifeste, parce que les gens font de mauvais calculs, c'est-à-dire pensent que, en gros, plus on est dans l'immédiateté, plus il y a Internet, moins l'information va coûter cher. C'est un très mauvais calcul que font des entrepreneurs qui investissent dans la presse. C'est l'inverse. Donc, plus c'est immédiat, plus il faut de la compétence. Et la compétence, ça s'acquiert, il faut former les gens. Et ce n'est pas la précarité qui permet d'y répondre. Donc voilà, il faut de la valeur ajoutée par rapport à Internet. Pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, il faut beaucoup de compétences, il faut beaucoup de vérifications, il faut des moyens pour vérifier. Alors, parmi les moyens, vous me demandez en termes de défis, il va falloir apprendre à travailler avec les banques de données. Voilà, avec le big data. Le big data va transformer évidemment le journalisme. Pourquoi? Parce qu'il va être aussi un moyen de vérification. Et c'est un moyen de vérification absolument phénoménal. Voilà, donc comment on va travailler avec ça? Oui, alors il y a des robots d'un côté, il y a une partie des choses va être faite par des robots. Oui, voilà, tout ça sont des défis formidables. C'est d'ailleurs pour ça que, comme toute période dans l'histoire de l'humanité où il y a eu comme ça un grand moment de changement de civilisation, eh ben, c'est à la fois angoissant et euphorisant. Et euphorisant. D'accord.
Bah, très bien, merci beaucoup Serge Julie. C'est moi qui vous remercie et bon courage. Merci. On le rappelle donc le dictionnaire amoureux du journalisme, un beau pavé de 900 pages hein, qui est donc édité chez Plon. Et voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc c'était l'invité de la semaine avec Serge Julie. C'était un grand plaisir. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.